Les instigateurs, épisode numéro 10. Aujourd'hui, on parle de un partenaire d'affaires. Est-ce que c'est nécessaire? Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. MD, on est rendu à l'épisode numéro 10. Oh yeah! Toujours un classique. Ah, c'est toujours un classique. Le Macho Man est toujours là. Célèbre notre 10e épisode, qui est un milestone pour quelque chose qui a commencé d'une conversation sur Messenger. C'est pas si mal quand même. Non, pour quelque chose on pensait allait être... on va juste plugger 2 micros, enregistrer. On commence à... On fait bien les choses. On est rendu legit. On est rendu dans les 2 chiffres. Donc, tu vois. On a parlé du side hustle, mais je pense qu'on est passé du side hustle maintenant à la business. Et guys, on n'est pas encore incorporé, mais who knows? Comment va ta grippe? Pas mieux, non? Mais je suis un gars optimiste. La corrosion, ça a attaqué le système. C'est la rouille est prise. Je suis beaucoup trop orgueilleux pour que ça gagne sur moi. Donc, never quit, never surrender, never rest, never rust. Cela, t'es pris dans un sharpshooter et puis tu veux pas taper. Là. Jamais. Tu veux pas taper. Bon. Never give up, qui disait. Hey, aujourd'hui, on va parler justement. C'est un petit. Hey, tu sais, comme à la lutte là, dans les tag teams, là, puis t'as ton partner et puis tu veux reacher ton partner, mais t'es pris dans la prise du scorpion et tu peux pas reacher ton partner. On va parler de partenariat aujourd'hui. On va parler des tag teams. C'est quoi ton favorite tag team ever à la lutte? Je te dirais que les Young Bucks, présentement, sont très difficiles à battre. Tu les auras pas connus vu que c'est pas de la lutte des années 80-90, là, mais présentement, l'industrie change au grand complet à cause de 2 frères qui se prennent pas au sérieux, donc c'est incroyable à voir. Mais c'est-tu des gars de la WWE? Non, justement. Ils se sont fait courir après, puis ils ont fait non, à la place, nous autres, on va partir de notre propre fédération, qui est rendue maintenant financée par le PDG des Jaguars de la NFL. Puis ils rentrent dans un deal TV câble américain au début du mois, dans les prochaines semaines. Donc non, c'est vraiment... Tu sais, quand on parle des fois qu'en business, ça prend juste une idée pour aller loin. Là, tu avais 2 gars qui ont refusé de faire refuser de rentrer dans le moule de la grosse compagnie qui est la plus haute au monde. Puis ils se sont dit non, à la place, on va rester intègre face à nous-mêmes, faire les choses comme on le veut, puis on va juste se partir une industrie alternative. Puis l'industrie alternative est en train de vraiment avoir assez de momentum pour rivaliser de façon sérieuse. C'est cool, pareil, parce que tu vois, ils sont allés dans je dirais pas dans un micro-marché, mais dans un plus petit marché de niche. Et ils s'en sortent bien, si tu veux. Ben oui, absolument, parce que, tu sais, admettons, là, je sais qu'on endort sûrement les personnes avec la lutte, là, mais essentiellement, dans le fond, le WWE, présentement, n'est plus un produit de lutte. Ça fait des années qu'ils se disent du divertissement sportif, et c'est là la grosse nuance. Donc, avec les années, ils ont perdu les gars comme toi et moi, qui sont des fans de lutte. Donc, où c'est pas un show TV, l'action, elle se passe dans les 4 cordes. Donc, il y a une grosse niche qui était très insatisfaite. Ils ont pigé là-dedans, puis ils se sont rendus compte, OK, il y en a plus qu'on pensait. Donc, non, c'est une grosse industrie présentement. Là. Mais tu sais, on est souvent avec la lutte, mais il y a comme on l'a déjà dit dans les premiers épisodes, il y a des grosses leçons entrepreneuriales à tirer de la lutte. Donc, c'est certain qu'on va continuer à vous tanner avec la lutte parce qu'on aime, on aime ça, il y a des bonnes leçons. Parlons de tag team, parlons de partenariat. Je sais que toi, Matt, t'aimes beaucoup les partenariats. Justement, moi aussi, je suis un peu... C'est nouveau, mais oui. Ben, ouais, en partenariat stratégique. Moi, je suis un gros fan de partenariat aussi sur différentes façons, que ce soit au niveau business ou que ce soit même au niveau coopération avec d'autres entreprises. J'adore ça.
coopération avant la compétition, bien entendu. Qu'est-ce qui est pour toi peut-être la chose numéro 1 à avoir dans une relation d'affaires, de business en tant que partenaire? Mais là, par exemple, avant de toute chose, juste pour qu'on parle le même langage et que les gens aussi utilisent le même langage, partenaire d'affaires, est-ce que tu parles associé dans une business ou partenaire d'affaires, 2 entreprises qui s'aident? On va juste s'assurer que tout le monde parle la même chose. On va commencer avec 2 partenaires pour une business. Moi, c'est sûr qu'avec les années, je suis de moins en moins patient. Je me connais de mieux en mieux. Donc, je sais mon expertise, elle est où, elle arrête où et quels sont les volets que j'ai besoin d'aide, que je faisais, que j'ai fait et que j'ai bien fait durant des années, mais que clairement, ce n'était pas efficace. Donc, la complémentarité, c'est essentiel. Si vous faites l'erreur de dire, bon, je vais démarrer une entreprise avec ma meilleure amie, on est tellement pareil, ça va tellement être facile, you're in for a rough ride. Vous n'aurez pas de plaisir, puis honnêtement, votre amitié risque d'en être touchée, là. Donc, c'est important, selon moi, vraiment, la base, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est complémentaire à vous, qui va faire que tous les volets de votre business tous les angles vont être couverts. Je suis tellement d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment écoute, s'il y avait une chose à retirer de ce podcast ici, c'est ceci, c'est la complémentarité. Puis comme tu as dit, souvent, on va être passionné par rapport à une idée de business, on va se lancer en business, on va être, hey, c'est cool, on fait la même chose, on est passionné, etc. On regarde pas nécessairement au niveau skill set, on regarde au niveau du partage de la passion, puis on va se dire, hey, OK, on y va. Mais rendu là, au bout d'un moment, si tu veux, ça c'est pas nécessairement la bonne recette. Moi, la meilleure recette que j'ai eue ou le meilleur partenaire d'affaires que j'ai eu, c'est une personne qui était radicalement différente à moi. Donc, avec un autre skill set, avec une autre mentalité, avec un autre type Mais les de valeurs drive, doivent être etc. les mêmes. Oh oui, non. Écoute, on a la même place, etc. Mais en tant que travailleur, écoute, en tant qu'ami, on était super proches. Puis là, je parle de mon ami Matt Galland parce que big shout out à mon ami Matt. On a eu 2 business ensemble, 2 business qu'on a vendus. Je m'ennuie de faire de la business avec Matt tous les jours. Mais Matt et moi, écoute, on est best friends. On partage énormément de choses ensemble. La seule chose au niveau business, on est très différents. Lui a un skill set très marketing, très sales, très driven. Moi, je suis un type beaucoup plus je dirais, bon, c'est pas stratégique, mais au niveau opérationnel, au niveau management, au niveau leadership, team building, des choses comme ça, c'est ça qui est mon dada. Donc, pour lui, ça le fait vomir. Moi, j'adore ça. Lui, ce qu'il fait, c'est la même chose. Ça me fait vomir et lui, il en mange pour déjeuner. Donc, on est allé sans nécessairement le savoir. C'est ça qui était l'affaire quand on a commencé la business ensemble. On a starté. On a vu que moi, lui, c'est un gars qui avait beaucoup plus d'expérience déjà que moi. Donc, j'ai pris cette expérience-là. Lui voyait quelque chose en moi dont il avait besoin, I guess. Mais moi, on n'avait jamais vraiment réalisé à quel point on était très compatibles l'un et l'autre, à quel point on était complémentaires. On s'est rendu compte que, OK, toi, tu es le gars de marketing, moi, je suis le gars d'opération. Et puis, à partir du moment où ça est devenu très, très clair, c'est là que la business a complètement explosé. C'est au moment où on a lu un livre qui s'appelle, je sais pas si tu as lu ça, Matt, Rocket Fuel, par Gino Wickman et Mark C. Winters. Donc, je pense pas qu'il a été traduit en français, peut-être. Tu vas me trouver plate et sûrement stupide. Je ne lis pratiquement rien parce que je ne veux pas être influencé dans ma façon de penser. Justement parce que je suis tellement boqué sur les personnes qui vont preacher des choses qu'ils n'ont jamais essayé sur le terrain puis juste appris dans des livres. Donc, il y a quelques livres, quelques sources que je vais m'inspirer, mais la majorité des livres que tu vas me dire, je n'aurais sûrement même jamais entendu parler. Non, je suis comme toi. Écoute, moi, j'apprends très rarement avec des bouquins. Je suis un gars de terrain qui apprend sur le tas. Mais Gino Wickman, c'est le gars qui a monté EOS, donc Traction, la méthode traction, si tu veux, au niveau opérationnel pour les entreprises. Excellent. Écoute, c'est probablement un des meilleurs systèmes opérationnels pour les entreprises. Et ce livre-là qu'il a fait avec Gino Wickman, Mark C. Winters, il parle justement de la relation entre les 2 leaders, si tu veux, d'une compagnie, quand on a justement cette situation-là d'avoir un co-founder ou d'avoir un partenaire d'affaires. Et eux, ce qu'ils appellent, c'est le visionnaire et l'intégrateur. Donc, le visionnaire, c'est vraiment le gars qui a beaucoup, beaucoup de stratégie, beaucoup de vision et beaucoup de drive, si tu veux, pour la croissance de l'entreprise, mais très peu de skill
quand ça vient d'un point de vue opérationnel. Ouais. Et ça, on le voit souvent. Généralement, c'est le fondateur de l'entreprise. Donc, c'est le gars qui va monter l'entreprise, mais qui pense pas nécessairement à comment la runner, et puis s'en fout un petit peu. Pour lui, c'est go, 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 puis j'ai cette idée-là, et puis ces personnes-là sont extrêmement entrepreneuriales. Et il y a l'autre côté, qui est l'intégrateur, qui est la personne qui va vraiment mettre qui va faire devenir forme à toutes les idées. Qui va devenir forme à... Exactement. Donc, cette personne-là, c'est la personne qui va être plus fort opérationnellement, plus forte au niveau système, au niveau, même avec les gens, donc au niveau de l'équipe, si tu veux, au niveau de leadership, au niveau management, qui va être probablement meilleur que le visionnaire avec ça. Et il y a des choses à respecter par rapport à ça. Donc, il y a certaines limites que le visionnaire doit avoir, il y a certaines limites que l'intégrateur doit avoir, mais tout c'est comme le yin et le yang, si tu veux. Et généralement, quand on regroupe ce duo-là ensemble, ce qu'ils appellent du rocket fuel, du fuel à rocket, ben c'est là que ta compagnie va vraiment commencer à grossir et expander. Moi, je sais que d'expérience, c'est dans ces cas-là où j'ai travaillé avec des personnes comme ça où les compagnies ont eu le plus de croissance. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que souvent, si vous vous retrouvez là-dedans, si vous dites, OK, moi, je suis un type visionnaire, j'ai vraiment la vision, j'ai la drive, mais opérationnellement, je suis pas bon, je suis pourri ou j'aime pas ça, allez chercher un intégrateur. Le problème avec ça, c'est qu'un intégrateur est rare. Donc, c'est d'avoir, ils disent il y a à peu près un intégrateur pour 5 à 6 visionnaires. Puis, il faut calculer aussi, c'est pas parce tu trouves un intégrateur qui va fitter avec ton style de personnalité. Donc, il peut y avoir des clashs parce que être un intégrateur, un gestionnaire, appelez-le comme vous voulez, c'est un rôle qui est excessivement ingrat parce que le visionnaire va continuellement avoir l'impression que tu le ralentis dans sa créativité. Oui. Donc, tu sais, peut-être que vous le connaissez l'entreprise. Moi, je veux dire, j'en ai vu beaucoup des partnership entre des personnes dans des business, mais jamais à leur niveau. C'est toujours le premier exemple qui me vient en tête. Si vous connaissez l'entreprise Barbecue Québec, vous connaissez fort probablement Maxime Lavoie, qui est la mascotte de la business. Donc, Max est un petit peu partout à la télévision, à la radio. J'ai eu le plaisir de faire la transition de Max quand il est parti de la quincaillerie de chez ses parents à sa business. J'ai joué un peu le rôle de l'intégrateur à ce moment-là. Max est un des plus grands visionnaires en business que j'ai jamais vu. Okay, je vais être très honnête avec vous, mais ça prend... C'est pas parce que justement, mettons, de mon côté, je m'estime quand même être un bon gestionnaire, bon intégrateur, que c'est pas parce que tu en as un qui a un fit nécessairement. Il a trouvé, par miracle, la bonne personne pour lui. Et maintenant, Barbecue Québec, qui, à la base, était le premier commentaire qui était, c'est que les gars, vous allez faire quoi pendant l'hiver? Personne ne fait du barbecue. Votre business, c'est un modèle d'affaires qui dure 4 mois par année à percer le top 500 des business en croissance au Canada cette année. En 5 ans. Donc, d'avoir un combo, justement, de bons gestionnaires, bons visionnaires peut faire toute la différence, mais ça prend, encore une fois, une complémentarité et un fit de personnalité qui va faire que le gestionnaire a les reins assez solides pour endosser le rôle ingrat de oui, c'est toujours moi qui te mets des breaks et les sautes d'humeur parce qu'un visionnaire, c'est très émotif, on se mentira pas. Donc, ça prend, c'est ça, c'est pas pour rien qu'il y en a moins aussi, là. Ça prend un set mental, une confiance personnelle qui est un petit peu hors de la norme. Ben, quand on a une clarté, je pense, sur nos rôles, et puis moi, quand moi et Matt, on a lu Rocket Fuel, et on a assimilé ça, on s'est dit, OK, là, ça fait du sens. On le savait, mais là, on a mis un mot, si tu veux, ou on a mis un qualificatif sur le type de personne qu'on était. Et là, la clarté nous a aidé vraiment beaucoup à nous comprendre l'un et l'autre. C'est sûr comme tu as dit, là, un intégrateur va toujours être considéré comme le cock blocker. Là. Ça va être le gars là, qui va... Ça prend quelqu'un qui a du plaisir à le faire, à la limite. Oui, mais c'est essentiel que l'intégrateur le fasse. Si l'intégrateur le fait pas, là, on rentre vraiment dans... C'est une business qui est fermée dans 6 mois parce que le visionnaire a investi dans trop d'affaires qui faisaient pas de sens sur des envolées de façon impulsive. Là. C'est 100% ça. Tandis que le visionnaire, lui, moi, je sais que, excuse-moi, l'intégrateur, moi, quand je regarde à quelque chose, je regarde, OK, comment est-ce qu'on va le faire?
Puis c'est quoi les steps pour le faire? C'est quoi les milestones? C'est quoi les actions, etc. C'est quoi le capital financier qu'on a besoin? C'est quoi le capital humain qu'on a besoin? Tu sais? C'est quoi, qu'est-ce que ça va nous donner au niveau résultat, des choses comme ça. Donc, c'est d'analyser ces choses-là. C'est super tough pour un visionnaire d'attendre et puis de ne pas avoir cette réactivité-là. Mais moi, je pense que, écoute, si vous avez un combo visionnaire intégrateur avec votre compagnie ou avec votre partenaire d'affaires, vous êtes bien parti. La chose qu'il va falloir faire, c'est apprendre à vous connaître, apprendre à vous respecter. Et aussi, une chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller chercher de l'aide extérieure. Donc, d'aller chercher peut-être un coach ou d'aller chercher une tierce personne qui va pouvoir jouer le rôle de middleman, qui va pouvoir jouer le rôle d'intermédiaire entre vous deux et qui va vous aider plus à vous comprendre. Nous, moi puis Matt, on avait toujours une personne, une fois par mois. On rencontrait ce coach-là avec nous, qui nous connaissait tous les deux de façon personnelle, séparément, si tu veux. C'est un médiateur, dans le fond. Un médiateur, mais qui était capable d'interpréter certaines choses. C'était jamais grave, c'était jamais comme... c'est personnel, c'est for the greater good, pour le bien de la business. Oui, mais on n'attendait pas qu'on était dans la merde avant de le faire. Tu sais, on arrivait et puis souvent, c'est quand on allait commencer à parler de notre business, on commençait à parler par nos victoires, des choses comme ça. Et ça a amené beaucoup de clarté à travers la conversation sur ce qu'on était au niveau de nos rôles, si tu veux. Ça clarifiait beaucoup de choses. Et ça a fait le fait qu'on a quand même bâti deux excellentes business ensemble. Une chose qu'on a bien fait aussi, et ça, écoute, la dernière compagnie que j'ai vendue by Optimizer, on était 3. OK, donc c'est une compagnie que j'ai investi dedans, que j'ai acheté un tiers de cette compagnie-là. Là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle un operating agreement, un accord d'exploitation commune. Et dans le fond, c'est de savoir qui fait quoi et qu'est-ce qui se passe si ceci arrive. Donc, on a passé à peu près tous les scénarios possibles par rapport à l'exploitation de l'entreprise et on a décidé de, OK, qu'est-ce qu'on fait si un partenaire meurt? Qu'est-ce qu'on fait si un partenaire ne performe pas à la hauteur des attentes? Qu'est-ce qu'on fait si ceci arrive? Qu'est-ce qu'on fait en cas de faillite? On a passé tous les scénarios et on a été très, très clair de, OK, if this, then that. Si ceci arrive, voici ce qui arrive. Et on a passé pas mal tous les scénarios et on a été très clair de qui fait quoi dans quel scénario. Ça nous a sauvé tellement de troubles et probablement même, tu sais, des fois, ça te sauve ta santé mentale, ça te sauve ton amitié. Et c'est parce que c'est très clair dès le départ. C'est un petit peu comme un testament. Un testament, tu le fais pas quand tu es à veille de mourir. Tu le fais quand ça va bien. Et rendu là, t'es plus dans l'émotion, t'es plus dans le problème. Là, t'es vraiment dans, OK, je suis à tête reposée, voici ce qu'il fait. Et tu réfères à ce document-là quand ça arrive. Quand il y a un problème, tu réfères à ce document-là, point. Puis tu sais, en même temps, si vous êtes 3 et plus dans un projet, contrat d'exploitation, c'est une obligation. Sérieusement, c'est votre obligation d'aller vous blinder avec un contrat comme ça. Si vous êtes 2, oui. Moi, je pense que c'est quand même une obligation d'aller chercher vraiment un contrat d'associé ou minimalement d'avoir une charte, justement, avec, les responsabilités, un organigramme. Souvent, un des dangers lorsqu'on va aller chercher un partenaire, c'est de justement, on va aller chercher quelqu'un qui est complémentaire. On veut quand même avoir notre petit mot à dire. Puis, c'est important de autant faire respecter notre expertise que de respecter l'expertise de l'autre. J'ai un cas présent avec un client mentorat où les deux sont quand même complémentaires, mais un est très dominant, l'autre très dominé. Ce qui fait que même si on a bien établi les rôles et expertises de chacun, le dominant va toujours avoir le dernier mot sur les champs d'expertise parce qu'il ne sera pas d'accord, il ne reconnaîtra pas nécessairement l'expertise de la personne, exemple, qui va s'occuper du marketing. Mais moi, je pense qu'on devrait faire ça. « Ah, j'aime pas ça, cette couleur-là, on va aller avec ça. » Ouais, mais c'est pas long que la personne s'écrase. Donc, à partir de là, vous n'avez plus vraiment une relation de partenaire. Ouais. Vous avez un dominateur, puis la personne est juste là. Tu sais, c'est luxury bitch, là. T'es la pute de luxe, là, malheureusement. Là. Donc, on veut éviter ça. Puis, malheureusement, des fois, pas malheureusement, je pense que c'est juste de façon responsable d'aller chercher un contrat légal qui mentionne, voici comment ça va fonctionner, le processus décisionnel. Voici les étapes. Évidemment, un contrat, on essaie toujours de ne jamais avoir à l'utiliser. On essaie toujours de trouver une entente verbale puis de trouver du terrain commun, mais en dernier recours, vous aurez toujours cette carte à jouer. Mais comme je te dis, c'est noir sur blanc, donc il n'y a pas de façon à s'obstiner par rapport à quelque chose. C'est ça amène une clarté que vous n'aurez pas si vous ne le faites pas. Et souvent, c'est une discussion qui est assez difficile, surtout quand tu montes une business avec un de tes chums. Parce que, ou tes chums ou quelqu'un qui est proche de toi.
Parce que tu dis, ah non, cette personne, on est chum, nous autres, ça marche S'il y a pas. un historique avant, là, c'est risky business. Mais exactement. Donc, si le plus d'historique vous avez, le plus besoin vous avez pour ce type d'operating agreement ou de contrat, si tu veux, entre les autres. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est comme, OK, on sait que les choses vont merder quelque temps et puis j'ai besoin de faire ça. C'est pas ça. C'est vraiment vous amener cette clarté-là, mais vous préparez, on dit comme prepare for the best, prepare for the worst. Exactement, c'est un petit peu ça. Donc, dans le fond, n'hésitez pas à le faire. Et puis, demandez-vous quelque chose. Est-ce que vous avez besoin d'un partenaire dès le départ? Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on va se lancer en partenaire, on va décider, OK, je vais donner 50% de ma business à lui. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un partenaire pour commencer? Est-ce que ça a besoin d'être 50 aussi? L'erreur, c'est quand on est 2, 50-50, pas nécessairement. Ouais. Mais je pense que là, on rentre ça dans l'operating agreement. C'est qu'on va avoir un problème. Et le problème que je vois le plus souvent, c'est qu'il y en a un des deux qui va dire, OK, lui travaille pas aussi fort que moi. Et là, on va dire, ouais, mais moi, je fais ci, moi, je fais ça, etc. Comment est-ce qu'on mesure la performance de chacun? C'est quoi qui est demandé? C'est quoi qu'on expecte, si tu veux, de chaque personne? Et comment on va mesurer la performance de chacun pour dire, OK, non, moi, je fais ce que je suis supposé de faire. Si la rétribution est calculée à l'effort, vous êtes voué pour l'échec. Ouais. Déjà là, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui compte, l'effort ou le résultat? Moi, quelqu'un qui me donne le double de résultat avec la moitié du temps, ben, je vais lui donner, je suis très à l'aise à lui donner plus de pourcentage, même s'il travaille moins. Là. Il reste quand même un meilleur asset pour la business. Exactement. Puis nous, on n'a jamais compté le temps travaillé comme un asset, comme une mesure, si tu veux, de l'effort. Ça a toujours été par rapport à la contribution menée par les résultats. Donc, si la personne était responsable d'un département, je sais que pour moi, Matt, c'était le gars de marketing. Donc, lui avait des responsabilités au niveau résultat du niveau marketing. Moi, mes responsabilités, elles étaient au niveau de la performance des employés. Elle était au niveau de la performance de l'entreprise en général. Donc, j'avais certaines deadlines, etc. Donc, il fallait que ça roule, il fallait que les systèmes soient en place. Donc là, on était vraiment très clair par rapport à ces choses-là. Et on n'utilisait jamais le temps comme une mesure. Donc, ça, c'est certain et c'est un excellent point, Matt. As-tu déjà fait des tests psychométriques pour tes partenaires? On en a fait plein. On a fait... le recommandes-tu? Moi, je trouve que c'est toujours bon de le faire. C'est toujours bon de le faire parce que ça t'amène n'importe quoi qui peut t'amener à avoir une meilleure connaissance de ton partenaire, le mieux c'est. Donc, que ce soit des tests de personnalité, que ce soit des tests, on avait fait Caliper aussi qui avait été excellent. Moi, je pense que le plus que tu peux le faire, le mieux que c'est parce que tu peux jamais connaître ton partenaire d'affaires. C'est comme un couple. Le mieux que tu te connais comme un couple, le mieux que ça va aller dans ta vie. Ben, c'est la même chose en business. J'étais d'accord avec ce principe, mais plus les années avancent, moins j'en suis sûr. Je t'explique. On n'évolue pas tous à la même vitesse, de la même façon. Donc, de faire un test de personnalité, minimalement, c'est peut-être juste une question de gestion des attentes. Je ne vois plus ça comme une garantie ou une sécurité long terme pour une entreprise. Parce c'est que... pas ça. Vas-y, excuse-moi. Mettons, je regarde, j'ai passé dans un processus d'achat récemment, tentative d'acquisition de business, où ce que les deux personnes étaient justement, c'était blindé là, au niveau des tests de personnalité, parce que justement, ils voulaient bien faire les choses. Ça fait 3 ans, puis ben, ils viennent de split up, puis la marde est pognée. Même si leurs tests de personnalité initiaux disaient que c'était un match parfait. Pourquoi? Parce que en même temps, je veux dire, c'est logique, tu sais. On n'évolue pas tous de la même façon, donc ton test psychométrique, oui, il y a des fondamentaux, mais reste que c'est un timestamp de voici qui je suis, comment je pense dans un moment présent. C'est un excellent point. Tu as raison, parce que moi, je me souviens quand j'avais fait Caliper, j'étais dans une période un petit peu plus vulnérable de ma vie, une période un petit peu plus émotionnellement qui était un peu plus difficile. Et je regarde les résultats maintenant, je dis, oh merde, tu sais, ça, c'est plus la même personne. Non, c'est ça, je me dis, ça, c'est pas moi. T'sais, OK, oui, c'était moi dans ce contexte-là, mais c'est pas moi nécessairement. Mais ceci dit, je trouve que n'importe quelle chose qui peut t'amener à avoir une conversation par rapport à la personne et de continuer de parler, tu sais, la communication, là, c'est pas parce que tu as fait ton test psychométrique que tu vas nécessairement que c'est coulé dans le béton puis c'est fini. Non, il y a toujours ce côté évolution, comme tu as dit, et il y a ce côté communication avec le partenaire, exactement comme tu le ferais dans un mariage ou dans une relation amoureuse. Il faut que tu prennes le temps de comprendre puis qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton partenaire aussi, tu sais. OK, ben
Tu sais, au lieu de dire, là, hey, buddy, tu travailles pas aussi fort que moi, là. Tout le monde dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai peut-être réalisé que j'ai réalisé que tu travailles pas nécessairement aussi fort, là. Y a-tu quelque chose qui se passe? Mais ça, le rendu là, t'es plus dans l'intelligence émotionnelle, là. Oui, mais il faut aller là. Tu comprends? Il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle quand tu es en partenariat. Tu sais, oui, on a fait le noir sur blanc avec les contrats, mais il y a le gros bon sens qui vient avec ça aussi. Tu sais, on est des êtres humains et puis il faut comprendre ces choses-là pareil. Tu sais. Autant test psychométrique, ça va sonner, tu sais, je le répète, j'en ai pas d'émotion. Mais une chose que j'ai trouvé, un exercice que je me suis imposé de faire, que j'ai trouvé super intéressant, c'est lire sur thérapie de couple et le langage de l'amour. Mm-hmm. Parce que au final, je veux dire, on embarque dans une relation, on embarque dans un couple d'affaires. Puis juste des fois de voir, OK, on parle, nous, dans le fond, on va communiquer nos émotions, nos craintes d'une certaine façon, selon la façon que nous, on est à l'aise. Mais malheureusement, on va trop souvent faire le raccourci de « je te communique une information de la façon que moi, j'aimerais qu'on me la présente, alors que toi, tu ne réponds pas de la même façon. » Donc, tu sais, moi, je sais que présentement, jamais... En fait, c'est faux. Mettons, ma femme le sait, jamais que je vais dire « je t'aime ». Si je dis « je t'aime », ça va être un chum. Parce que moi, en même temps, ma démonstration d'amour, ce n'est pas par les mots, ça va être en même temps par rendre des services, être disponible, des choses comme ça. Donc, d'être capable de voir, bon, mais OK, cette personne-là, comment est-ce que je dois y parler? Comment est-ce que, mettons, si c'était un couple, là, mettons, si c'était ma conjointe, là, bon, mais au-delà de moi, comment est-ce que je veux lui communiquer des choses? Elle, comment est-ce que je dois lui communiquer pour arriver au même résultat? Donc, mais toi, est-ce que ta femme, comment est-ce qu'elle voit ça? Comment est-ce qu'elle veut recevoir son amour? Est-ce que c'est de la même façon que toi? Pas nécessairement. Mais tu sais, maintenant, avec les années, justement, comme elle le sait que, tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr qu'elle aimerait bien ça, je dis tout le temps que je l'aime, puis tout, puis elle sait que je l'aime, mais minimalement, elle sait que s'il y a quelque chose, puis que, mettons, je fais une petite attention, ou que je rends service, mais que ça, pour moi, c'est mon équivalent de... C'est ta façon. Donc, ultimement, si, mettons, on remet ça un petit peu plus dans un point de vue de business, justement, bon, mais quelqu'un qui, comme je t'ai mentionné, c'est l'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui sous-performe ou quoi que ce soit, bon, mais quel angle tu vas y amener? Est-ce que c'est, tu vas-tu lui mentionner? Tu vas-tu simplement fermer ta gueule puis venir y porter assistance pour le sortir? Puis que de lui-même va être capable de faire, OK, il s'est rendu compte, il en est conscient, il vient m'aider. Est-ce qu'on a besoin d'en parler ou juste ça, c'est assez pour me rebooster? Des fois, là, il y a des conversations qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir. Qu'on a juste, l'action parle plus aussi. Donc, je trouve que d'aller s'informer un petit peu plus, mettons, dans les expertises alternatives, je vais dire comme ça, là, hors entrepreneuriat, puis justement, bon, plus le langage de l'amour, des choses comme ça, je trouve que c'est pas quelque chose que j'avais anticipé qui aurait autant un impact, mais ça en a un. Mais c'est un excellent point, puis je pense que tu sais, comme n'importe quelle personne qui est en business avec une autre personne va comprendre ce côté-là que oui, c'est un petit peu comme une relation amoureuse et puis il faut travailler dessus. Mais ça n'a pas besoin de l'être non plus des fois, là. Tu sais, de ton côté, mettons, présentement, moi je sais, je suis curieux de savoir si tu as fait le même exercice. Moi, je suis capable de te sortir 5 noms présentement de personnes que je connais presque pas, mais que demain matin, si j'ai l'opportunité, je starte une business avec eux autres. Ah, 100%, ben oui, mais... Juste à cause du skill set, juste à cause de la première impression qu'ils m'ont donnée ou quoi que ce soit. Oui. Mais tu sais, il n'y a aucune émotion. On n'est même pas de chômé. C'est une connaissance à la limite. Ouais. Non, ben il y a un côté après, plus tu œuvres, si tu veux, dans ce milieu-là, plus tu vas comprendre les patterns. Donc, tu vas voir, OK, là, je sais que cette personne-là est un bon visionnaire. Je sais que cette personne-là est telle ou telle personne. Et là, je peux faire du bon travail avec ça. Ça va aussi avec le côté self-awareness et aussi, on va en parler. Prochain épisode, on va parler de self-awareness, donc on va pas trop en parler, mais quand on se connaît puis on sait on sait où on apporte notre valeur, et ben là, on peut plus facilement aller chercher la personne avec laquelle on va être complémentaire. Et là, ça devient le fun parce qu'on se connaît et là, tu connais la personne que tu as besoin et quand tu sais ça, ben, ding, ding, ding. C'est instinctif. Tu ne te questionnes même plus à savoir je devrais-tu ou quoi que ce soit. Moi, j'ai ma shortlist de comme... Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Alex Vézina, tu le sais très bien. François Lantier, tu le sais très bien. Dave, toi-même, tu le sais très bien. Mm-hmm. Il y en a quelques-uns que je suis comme... Je sais pas comment, je sais pas sous quelle forme, mais si, à un moment donné, on va travailler ensemble, mon homme, c'est sûr et certain. Il faut juste attendre le bon timing, le bon projet. Mais peu importe ce qu'on va faire, la journée qu'on va décider qu'on va le faire, ça va être un succès. Et c'est ainsi que le podcast des instigateurs est né, chers amis. On va essayer à l'affût des personnes et des ressources autour de vous très souvent. Il y a des petites perles des fois qu'on sous-estime, qui ont énormément de talent. Puis, mettons, je sais pas,
je sais que toi, tu veux fermer à 30 minutes, là, mais c'est un sujet moi, qui m'intéresse, on va en faire un petit peu plus. Là. Y vois-tu, tant qu'on ramène ça un petit peu plus à des business d'expérience, on a parlé mettons, beaucoup pour une personne qui commence une première entreprise, l'importance d'un partenaire ou non. Quelqu'un qui est à 2, 3 entreprises, qui a plus d'expérience, est-ce que tu y vois un modèle d'affaires? De dire, bon, mais miser justement plus que t'affines ton expertise, ton self-awareness, être capable de dire, en fait, c'est une question d'aiguiser, parce que moi, je m'enligne vers ça, puis je suis curieux d'avoir on s'en est jamais parlé, je suis curieux d'avoir ton avis, d'en faire un modèle d'affaires, c'est-à-dire partir des business maintenant seulement avec des personnes passionnées que j'identifie, qui ont fuck all compétences entrepreneuriales pour leur permettre de vivre de leur art, vivre de leur passion, mais gérer la business. Puis d'être... Ben, est-ce que tu parles de personnes, admettons, qui ont un pouvoir de création, qui est... Business de service. Moi ma spécialité, c'est en business de service, pas de produit. Je veux des coûts de revient, je veux rien savoir. Mais en même temps, business de service, de dire, bon, mais je suis capable de cibler des personnes qui ont un talent incroyable, mais comme on en a parlé dans le passé, ils ont zéro firme entrepreneuriale. Est-ce un bon bet de dire je vais démarrer des entreprises avec ces personnes-là, sachant que le volet entrepreneurial, je vais l'amener et je vais juste les associer, juste les supporter, puis leur bâtir des systèmes pour comme soutenir leur Mais talent. je pense que, mais moi, je pense que oui, parce que souvent, justement, t'apportes une complémentarité que les autres n'ont pas. Tu es un partenaire passif, puis tu le sais, puis c'est ça qui est bon. Non, mais c'est excellent parce que toi, tu sais où tu apportes ta valeur et cette personne-là, elle a une valeur ajoutée qui est, écoute, ça fait juste du bon sens, si tu veux. Donc, la personne-là sait très, très bien que sans toi, ça fonctionne pas. Et toi, tu sais très bien que tu as besoin de ce type de personne-là pour fonctionner. Tu en auras peut-être plusieurs, mais ça fonctionne. Fait que moi, j'aime beaucoup ce type de business-là. Il y a beaucoup de... Je sais que dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de consulting. Moi, j'appelle ça, j'ai unfucké des business nightmares. C'est d'arriver avec des compagnies en difficulté et d'arriver puis d'amener mon côté intégrateur, d'amener mon côté système, etc. Et puis de ramener une cohésion dans cette entreprise qui était complètement chaotique. Il y a le show Hoarders là, sur la télévision anglophone là où c'est les personnes qui accumulent beaucoup de stuff dans leur maison parce qu'ils ont certains problèmes émotionnels, peu importe. Je dis pas ça que c'est le problème des entrepreneurs, mais souvent c'est des visionnaires qui mettent le chaos dans leur entreprise. Et ils arrivent là, au bout d'un moment, oui, ils ont un certain succès, mais au bout d'un moment, ça te rattrape. Et puis, la compagnie commence à perdre ses plumes. Moi, je commence à rentrer là-dedans. Le modèle d'affaires fait du sens, fait beaucoup, beaucoup de sens. Le seul facteur que j'ai trouvé, par exemple, c'est quand j'avais des compagnies qui étaient tactiques, et on en a parlé dans les épisodes précédents, quand une compagnie était basée sur la tactique ou avait été créée par rapport à une certaine tactique, c'est très difficile de ramener cette compagnie-là vers le succès. Okay? Quand une compagnie était montée sur de la stratégie et à travers un bon produit, moi, je dis qu'il y a toujours il y a 3 P au niveau de la business. Il y a le produit, la promotion et les profits. Donc, dans le fond, est-ce que tu as un bon produit? Est-ce que tu as du marketing qui fait du sens, qui n'est pas nécessairement tactique, mais qui est stratégique? Et est-ce qu'au niveau profit, ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu as de l'argent à faire avec ça, si tu veux? Quand tu as un oui sur ces 3 P-là, là, on peut aller de l'avant. Et les fois où j'ai eu des échecs par rapport au fait de unfucker certaines business, c'est justement, il manquait ce côté, le côté promotion qui était tactique. Et là, à ce moment-là, quand tu fais, mettons, un product launch, où il y a une stratégie pour ça, tu sais, le product launch strategy, puis tu as bâti ta business comme ça, ça va fonctionner un certain temps, mais ça va pas fonctionner, si tu veux, tout le temps. Et quand la personne, le visionnaire, lui, c'est tout ce qu'il sait faire et c'est tout ce qu'il veut faire, là, tu es dans le trouble. Donc, il y a tout le côté tu vois, que de travailler avec le visionnaire, et puis s'il n'y a pas de fit, OK, là, ça ne marchera pas, si tu veux. Mais moi, écoute, on l'a fait avec Balboa Media, qui était notre agence, et on faisait du partenariat avec des personnes qui étaient avec des influenceurs, si tu veux, en ligne, qui étaient excellents au niveau contenu, mais au niveau entrepreneurial, qui était limité, que ce soit au niveau peut-être même visionnaire, entrepreneurial, mais aussi au niveau intégrateur. Et moi et Matt, on arrivait là-dedans, et puis ça en faisait exploser la business parce que la personne était une créatrice ou un créateur de contenu hors pair. Donc oui, non, je pense que c'est ma longue réponse à ta courte question, mais... As-tu déjà, puis ça peut être des deux bords, as-tu déjà fait une offre de partenariat avec un client que tu aidais, ou est-ce qu'un client t'a déjà demandé de devenir partenaire? Les deux.
Les deux, on est déjà arrivé avec des clients où on voyait le potentiel et on s'est dit, écoute, cette personne-là a clairement pas ce qu'il lui faut au niveau entrepreneurial. Ah, mais le potentiel est énorme, définitivement. Ensuite, bon, il faut se renseigner. Est-ce qu'on a assez de connaissances par rapport à cette personne? Est-ce que c'est une personne saine mentalement? Est-ce qu'elle est éthique? Il y a différents facteurs. Mais quand tu passes à travers, si tu passes à travers ce screenage-là, si tu veux, initial, et tu te rends compte que oui, il y a un fit, ben oui, on l'a fait des deux bords. Et puis, écoute, ça a fonctionné des deux bords aussi. Puis t'as revendu par après? Ouais, ben il y a deux façons. Ça fait que soit on allait par rapport à un partenariat stratégique ou on allait seulement avec l'agence, si tu veux. Mandat court terme, puis... Ouais, ben c'était pas ou moyen et même long terme. C'était voici ce qu'on offre comme service, voici ce que tu as, voici où on peut t'ajouter de la valeur. Est-ce que ça te tente? Oui, non. Après, il y a certains clients avec qui on était OK, là, ça devient beaucoup plus gros. Est-ce qu'on regarde un partenariat? Okay. Et c'est ça qui m'a amené l'opportunité d'investir dans Buy Optimizers. C'est d'avoir justement ce côté-là où les personnes me connaissaient. Ils savaient où j'apportais cette valeur-là. Et moi, j'avais un énorme pouvoir de négociation par rapport à ça parce que je savais exactement ce que la compagnie avait besoin et j'avais exactement ce dont ils avaient besoin. Donc, mon pouvoir de négociation était assez fort. Donc, ça m'a permis d'avoir vraiment une bonne deal sur l'achat de la compagnie. Et à partir de là, eh bien, de faire ce que je fais de mieux. Et puis après, on la flipper puis la revendre. Donc, oui, mais ça prend une ouverture des personnes, des fondateurs, si tu veux, pour le faire. Si les fondateurs sont encore profondément dans l'ego par rapport à cette chose. Non, sans la protection des acquis, il y aura pas ça sert à rien de forcer, non? Ouais, non, exactement. Écoute, moi, ils m'ont vendu leur bébé, une partie en tout cas. Et puis c'était à moi après de livrer la marchandise, mais non, c'est ça. Une fois que tu le vois, absolument, oui. OK, bon, mais ça met bien la table pour le prochain épisode qui sera le self-awareness. Donc déjà là, on voit un peu l'importance et l'impact que ça peut avoir de bien se connaître ses forces, de où est-ce qu'on doit être impliqué pour maximiser notre valeur. Ah, écoute, j'ai assez hâte à cet épisode-là parce que je pense que c'est comme la self-awareness, on n'en a jamais assez. Et puis c'est quelque chose que tu continues de bâtir à travers le temps. Et puis j'ai hâte de vous guider un petit peu, qu'on vous guide là-dedans au moins dans les premiers steps du self-awareness. Mathieu, bon épisode, mon chum. J'ai vraiment aimé, malgré le fait que tu es encore sous le nuage gris de la maladie, que t'es sharp pareil. C'est man. C'est tout le temps clairvoyante, man. Même dans la maladie, là, la pensée est très claire tout le temps. Même dans la dit, c'était l'épisode numéro 10. Prochaine étape, c'est l'épisode numéro 100. On lâche pas la patate. Merci d'avoir encore écouté Les Instigateurs. Et on se reparle très bientôt pour l'épisode numéro 11. Salut! Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.